Bonjour à tous. Je vais vous présenter effectivement les travaux qu'on mène à Clinatech dans le domaine des interfaces sur machine. Alors Clinatech, c'est un centre de recherche biomédicale qui se trouve au sein du CEA de Grenoble. C'est un centre de recherche technologique. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une interface sur machine? Une interface sur machine est composée de trois grandes parties. Une partie d'enregistrement de l'activité cérébrale, et comme vous pouvez voir sur l'écran, ici, il y a des implants qui sont utilisés dans ce cadre-là pour enregistrer l'activité cérébrale, en particulier au niveau du cortex moteur, associés à des algorithmes qui sont capables de décoder les intentions de mouvement des patients, donc des algorithmes principalement basés sur des techniques d'intelligence artificielle, pour pouvoir en particulier contrôler et permettre à des patients de contrôler des effecteurs de substitution fonctionnelle. Ça peut être des exosquelettes, ça peut être des fauteuils roulants, des stimulateurs placés au niveau de la moelle épinière, et c'est ce que je vais donc vous présenter dans cette présentation. Et en particulier, ces technologies d'interface sans machine sont adressées à des personnes en situation de handicap moteur, comme des patients paraplégiques ou tétraplégiques. Alors, au sein de Clinatech, nous travaillons dans le domaine des interfaces en machine depuis 2008, avec en particulier le développement d'une technologie particulière, qui est celle que vous voyez à droite de l'écran. C'est les implants WIMAGINE, qui sont capables d'enregistrer l'activité électrique à la surface du cortex grâce à des électrodes, comme vous pouvez voir là. Il y a 64 électrodes, et l'objectif, c'est de poser ces électrodes à la surface du cortex, et plus précisément sur la dure mère. Donc ce sont des implants qui sont invasifs, mais on dit plutôt semi-invasifs, parce qu'on ne pénètre pas dans le cortex, contrairement à certains autres implants, comme par exemple aujourd'hui, on parle beaucoup des implants Neuralink, mais qui viennent mesurer directement avec des électrodes qui pénètrent dans le cortex. Notre choix à l'époque a été fait, en particulier sous l'impulsion du professeur Alim Noé Bedavid, sur ce choix en fait d'implant cortical permettant une mesure semi-invasive. Donc, la technologie, c'est la suivante, parce que comme je disais, Clinatech se trouve au CEA, et au CEA, on développe de la technologie. En particulier, à Grenoble, on fait beaucoup de microélectronique, et grâce à des développements en microélectronique, nous avons pu développer des circuits intégrés capables d'enregistrer l'activité cérébrale sur ces 64 voies. On vient mesurer des signaux de très faible amplitude, de l'ordre de la dizaine de microvolts, mais également, on va développer de l'électronique, des antennes de communication, puisque cet implant permet de communiquer de manière sans fil, les données sont transférées de manière sans fil. Cet implant également ne possède pas de batterie, c'est-à-dire qu'on vient le téléalimenter pour le faire fonctionner. C'est pour ça que les patients portent un petit casque avec des antennes pour pouvoir alimenter l'implant lorsqu'on en a besoin. Et ensuite, vous voyez ici, c'est un dispositif implantable, donc on a un packaging médical avec en particulier les problématiques d'herméticité et de biocompatibilité. Alors, si on continue, c'est un implant, et donc on doit respecter un certain nombre de normes, et en particulier respecter l'ensemble des directives européennes dans le domaine, que ce soit avec la directive 2017-545 pour adresser les normes de sécurité électrique, mécanique, biocompatibilité, et également les normes de fabrication de ces implants. C'est une seule slide, mais pour vous dire, c'est plus de 4 ans à 5 ans de travail, et ça représente plusieurs millions d'euros pour arriver à développer et avoir un dispositif qui est qualifié pour être utilisé en essais cliniques. Alors, on a démarré les essais cliniques, c'était en 2017, dans le cadre de l'essai clinique BCI tétraplégie, qui avait pour objectif de permettre à un patient tétraplégique de contrôler un exosquelette 4 membres directement à partir de son activité électrique cérébrale. Cet essai clinique est souhaité sous la direction scientifique du professeur Alim Louis Bédalide et de Stéphane Chabardès. Donc, nous avons ainsi obtenu ces résultats qui ont été publiés en 2019 dans la revue The Lancet Neurology, avec un patient tétraplégique capable de contrôler le mouvement de ses bras, donc des deux bras dans les 3 dimensions, mouvement du bras droit, du bras gauche, pour atteindre différentes cibles, comme vous voyez ici, la petite cible en vert qui vise là sur cette vidéo. Également à droite, ce patient était capable de contrôler et d'activer un cycle de marche au niveau de l'exosquelette, lui permettant ainsi de contrôler les 4 membres de l'exosquelette. Cet essai clinique nous a permis en fait de faire la preuve de concept que cette interface sœur-machine permettait de contrôler tout simplement un grand nombre de degrés de liberté. Alors on a pu également dans cet essai clinique montrer que cette technologie d'implant
unique était capable d'enregistrer les signaux sur du très long terme, puisque aujourd'hui, et les implants sont toujours implantés chez ce patient-là, on a plus de 7 ans de recul sur l'enregistrement d'activité corticale, comme vous voyez ici, avec une perte de signal qui est très très faible. Et ça, c'est dû au choix des matériaux, au positionnement des implants, qui sont plutôt en épidural, donc qui ne sont pas dans le cortex, qui nous permettent d'avoir des données très long terme d'enregistrement cortical avec ce patient. Également, on a pu montrer, ça c'est plutôt les aspects algorithmes, qu'on avait créé des modèles de décodage qui étaient stables dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de les mettre à jour, contrairement à d'autres techniques, et pendant plus de 6 mois, on pouvait utiliser ces modèles-là pour, par exemple, contrôler le mouvement des bras d'un exosquelette, en particulier s'ils sont un avatar 3D. Alors aujourd'hui, on travaille sur le contrôle d'autres effecteurs, et en particulier des effecteurs qui permettent d'être utilisés dans des environnements plus quotidiens. On pense à des bras robotisés. Ici en bas à droite, vous voyez un patient qui contrôle le mouvement et la trajectoire d'un fauteuil roulant. Et à ça, on associe également des capteurs de contrôle partagés pour assurer la sécurité du patient si il arrive vers un obstacle. Également, encore plus récemment, on a fait des tests de contrôle avec cette interface sœur-machine combinée à un système de stimulation neuromusculaire de la FES ici, pour permettre à ce patient d'attraper une petite brique de jus de fruits ici pour pouvoir voilà, ici il contrôle tout simplement les fonctions de grasping, de préhension grâce à son interface sœur-machine combinée à cette technique, ce système de stimulation des muscles. Alors, en 2019, nous avons démarré une collaboration également avec les équipes de Grégoire Courtine de l'EPFL et de Jocelyne Bloch du CHU de Lausanne pour cette fois-ci développer une interface cerveau-moelle épinière. Alors, vous avez peut-être vu ces images. Ce patient, Gersian, c'était à peu près il y a un an et demi, quand nous avons publié nos premiers résultats dans la revue Nature, où ce patient est capable de contrôler le mouvement de ses jambes directement à partir de son activité cérébrale, et ce grâce à la combinaison entre nos implants, les implants WIMAGINE, et la technologie qui est développée par l'EPFL, qui est un stimulateur placé au niveau de la moelle épinière, permettant ainsi de réactiver le mouvement des muscles des jambes. Alors le principe est le suivant, c'est-à-dire que sur ce patient-là, on a implanté 2 dispositifs WIMAGINE que vous voyez ici, plus proche de la zone motrice correspondant au mouvement des jambes. Donc le patient va réaliser des tâches mentales, imagination du mouvement de la jambe droite, de la jambe gauche. Grâce aux algorithmes développés par le CEA, nous sommes capables en sortir des prédictions de mouvement, comme vous voyez ici, afin d'activer et de générer des patterns de stimulation dédiés pour activer le mouvement des jambes grâce à ce stimulateur développé par le PFL. Alors pour ça, avant l'implantation, il y a eu une phase de localisation des implants, c'est-à-dire qu'on a essayé de placer les implants l'endroit où il y avait le signal correspondant à l'activité du mouvement des jambes. Et comme vous voyez ici, les images radio après implantation des 2 dispositifs WIMAGINE. Et ce patient avait été préalablement implanté 3 ans auparavant avec ce stimulateur placé au niveau de la moelle épinière. Donc ça, c'était le lendemain de la chirurgie. Le patient on lui a demandé de créer un modèle de décodage, c'est-à-dire que modèle mathématique qui permettait de pouvoir interpréter les signaux cérébraux pour contrôler ici un petit avatar pour le contrôle de la jambe droite et de la jambe gauche. Et en à peine un quart d'heure, on a été capable de tout simplement créer ce modèle de décodage, et le patient était capable de l'utiliser. Et quelques semaines plus tard, on a associé les 2 dispositifs, c'est-à-dire le système de décodage d'activité cérébrale au système de stimulation, pour permettre à ce patient-là de contrôler le mouvement de la marche. Et ce que vous voyez à droite ici, c'est donc représentation de l'activité cérébrale mesurée, une représentation du modèle de décodage jambe droite, jambe gauche et repos associé à une stimulation. Alors ce qu'on a pu également montrer, c'est que ce système-là est utilisable également en environnement extérieur. Et également, un point très important, c'est qu'on est non seulement capable de décoder les intentions de mouvement de la jambe droite, de la jambe gauche, mais également les mouvements en amplitude, c'est-à-dire la hauteur des pas, ce qui permet d'adapter également la hauteur de ses pas en fonction du terrain qu'il rencontre. Et c'est ce qu'on peut voir en bas sur les petits graphes que vous voyez
voyez ici, où on adapte la stimulation. Ici sont les séquences de stimulation et les amplitudes de stimulation qui sont adaptées en fonction de la prédiction qui est obtenue au niveau de l'activité cérébrale. Alors ça a permis également aux patients, par exemple, de monter des marches d'escalier, comme vous voyez ici, dans cette vidéo. Donc, je ne sais pas si le son va fonctionner, mais ici, c'est un petit témoignage du patient de comment il utilise son interface cerveau-moelle épinière, et ça dure une petite minute. So, here's an example. I can start the stim with my brain. I can talk while doing it, and if I want, I can also maintain the stimulation while talking. I'm maintaining now. So this feels more natural. I can control the step length. I can stop here. I can make it bigger. It's freedom, which I didn't have with the foot sensors before. I can stop right now, and I can continue whenever I want. Alors, ce témoignage est intéressant par rapport à ce que vous avez vu, mais surtout ce que vous pouvez voir, c'est qu'il est capable de parler pendant qu'il réalise ses tâches mentales. Et pour nous, c'était un point très important parce qu'il fallait qu'on s'assure que l'utilisation d'une interface cerveau-machine lui permette également d'évoluer dans un environnement quotidien où on réalise d'autres tâches que juste marcher, par exemple. Et donc là, c'est bien le cas, c'est-à-dire qu'au début, forcément, des entraînements, il était très concentré sur ses tâches mentales, et au fil de l'eau et en fil des entraînements, il a acquis un contrôle beaucoup plus fluide, et il pouvait également réaliser d'autres tâches mentales, comme vous voyez ici, comme par exemple parler. Alors, ce qui s'est passé, et là, c'est ce qu'on a observé à l'issue des phases d'entraînement, parce que ce patient a participé à un entraînement assez intensif pendant 6 mois d'usage de son interface cerveau-machine. Et ce qu'on a ici, on a pu observer, c'est une récupération neurologique de certaines fonctions chez ce patient-là, qui sont très intéressantes et très encourageantes pour pouvoir continuer ces essais cliniques. Alors là, ce que vous allez voir sur la vidéo, c'est le patient qui est avant implantation du stimulateur simplement. Ça, c'était donc il y a plus de 3 ans, avant son opération avec les implants Wimagine. Et donc à l'issue de ces entraînements, donc avec uniquement le stimulateur, il avait déjà récupéré, c'est ce que vous voyez sur la courbe qui est ici, il avait déjà récupéré une partie de ses fonctions, mais il était resté ensuite après pendant plus de 3 ans sur un plateau de récupération jusqu'à donc l'implantation de l'interface cerveau-machine. Et après 6 mois d'entraînement, vous voyez ici ce patient-là, ici, donc là il a plus on n'utilise pas les implants, on n'utilise pas la stimulation, et le patient il a récupéré grâce à l'utilisation intensive du BCI, donc de l'interface cerveau-machine combinée à la stimulation. Et donc en fait, les équipes, en particulier de Grégoire Courtine et Jocelyn Bloch, pensent que le fait de synchroniser l'activité cérébrale au mouvement permet de favoriser en fait une potentielle récupération chez ce patient qui a une section incomplète de sa moelle épinière. Voilà, donc ça c'était un point qui était la surprise dans le cas de cet essai clinique. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec ce patient? Ce patient donc est rentré chez lui, il habite aux Pays-Bas. On lui a mis à disposition donc le système qu'il peut utiliser, car il utilise toujours le système BSI, parce que c'est moins fatigant pour lui. Et là ici, vous voyez, il a un petit déambulateur sur lequel on a mis un ordinateur, sur lequel ici on a la partie décodage des signaux cérébraux, et il est capable d'utiliser en toute autonomie et en toute indépendance ce système BCI. C'est la première fois qu'il y a un système d'interface cerveau-machine qui est utilisé à domicile par un patient en autonomie. Alors aujourd'hui, nous travaillons sur le développement de et l'amélioration de cette technologie pour permettre d'améliorer la portabilité en particulier, et c'est pour ça qu'en fait on a des projets européens en cours pour par exemple développer des circuits intégrés dans lesquels on va mettre les algorithmes qui tournaient et qui fonctionnaient sur un ordinateur, mais l'objectif c'est de les faire fonctionner sur une simple puce électronique, et ça fait partie des enjeux des projets européens en cours, ou développer des algorithmes qui s'adaptent en particulier à l'évolution de l'activité cérébrale au fil des mois pour éviter d'avoir à réaliser des mises à jour des modèles. Voilà, donc ça c'est certains travaux en cours, mais également donc on travaille sur l'extension des applications
basé sur cette technologie d'interface cerveau-machine. Alors là, on espère pouvoir démarrer l'année prochaine un nouvel essai clinique, un essai clinique de restauration de la communication chez les patients atteints de Lock-in syndrome, par exemple, en utilisant ces technologies d'interface cerveau-machine pour permettre à un patient de contrôler un curseur sur un écran ordinateur pour lui permettre d'interagir avec tout ce qui est les solutions Internet, ou aller jusqu'à aller faire du décodage de la parole dans le cadre d'une collaboration avec une équipe de l'INSERM, l'équipe de Blaise Hiver. Et enfin, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a observé un effet de récupération chez le patient paraplégique. On pense que donc du coup cette technologie pourra avoir un impact important chez les patients post-AVC dans le cadre d'un programme de neuroréhabilitation. Et donc notre objectif, c'est de pouvoir démarrer également un nouvel essai clinique dans le cadre d'un projet européen qui vient d'être obtenu, un EIC Pathfinder Open, le projet RiverStroke, et un projet ANR, le projet BrainSync, qui vont nous permettre de démarrer, on espère l'année prochaine, un nouvel essai clinique de réentraînement, de réhabilitation de patients post-AVC, utilisant cette technologie d'interface sur machine pour contrôler, par exemple, un stimulateur placé au niveau de l'avant-bras pour pouvoir récupérer des fonctions de préhension, par exemple, ou récupérer des fonctions de mobilité du membre supérieur. Enfin, ça c'est des nouvelles très récentes, ça a été publié et officiellement en octobre 2024. Nous avons transféré une licence à la société Onward, permettant ainsi de pouvoir déployer la solution d'interface cerveau-moelle épinière vers un plus grand nombre de patients. Et donc la société Onward va reprendre le dispositif et va pouvoir utiliser le dispositif WIMAGINE, l'interface en machine, dans le cadre de son application avec la combinaison avec son stimulateur au niveau de la moelle épinière. Voilà, alors tous ces travaux, ils sont réalisés par une équipe, l'équipe de Clinatech, comme je vous l'ai dit. Cette équipe se trouve à Grenoble et elle est pluridisciplinaire, composée de médecins, de cliniciens, parce qu'on a une unité clinique au sein même du bâtiment avec une salle de neurochirurgie, des environnements de développement de technologie, mais également un environnement de validation préclinique où on héberge les animaux, rongeurs, primates, mini-porcs, permettant ainsi de réaliser les évaluations des dispositifs médicaux avant les essais cliniques. Voilà, mais je vous remercie pour votre attention et je suis ouvert à vos questions. Un grand merci pour ce sujet fascinant. Y a-t-il des questions dans la salle? J'avais en attendant peut-être une petite question. En regard de quelle structure anatomique précisément sont placées les 64 électrodes en question? Alors ce qu'on fait avant les chirurgies, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire en fait du repérage, on va faire des analyses donc IRM fonctionnelles, magnétoencéphalographe. On va demander aux patients de réaliser des tâches mentales, par exemple imagination de tâches motrices, mouvement des jambes, mouvement des bras. Et à ce moment-là, on va identifier les tâches d'activité, ce qui nous permet après d'identifier précisément la zone, on va dire, d'implantation des implants WIMAGINE. Alors bien entendu, un neurochirurgien sait où se trouve le cortex moteur, voilà. Donc, mais par contre, on va essayer d'ajuster en fonction des spécificités de chaque patient pour avoir un placement le plus fin possible. Et donc, dans le même sens, est-ce qu'il y a des patients, justement, après une lésion ancienne et tout ça, qui n'arrivent pas à imaginer? Est-ce qu'il y a des imageurs ou des non-imageurs, justement parce que c'est un truc complexe quand même. C'est une très bonne question, c'est une question qu'on se pose, c'est-à-dire que y a la notion, on va dire, qui est discutée, on s'appelle de BCI illiterate, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des patients qui sont peut-être moins bons à réaliser des tâches mentales et donc du coup avoir une activité motrice associée. Et donc ça, on se pose la question parce que quand on va vouloir implanter des patients, on a tout intérêt à identifier les patients qui sont potentiellement des bons imageurs, et on l'a très bien vu avec nos patients. Aujourd'hui, on a 4 patients et on le voit bien, il y a des patients qui sont meilleurs que d'autres pour réaliser des tâches mentales et qui sont beaucoup plus rapides pour le contrôle. Tout à l'heure, je vous ai dit, en l'espace de 10 minutes, un patient était capable de contrôler un avatar. Et donc voilà, c'est un sujet aussi qui est très important. Merci pour cette présentation qui était absolument superbe. Juste quelques éléments sur votre ouverture à la fin sur le membre supérieur de l'AVC et sur le fait quand même que ça posait des problèmes un peu différents de la marche, dans la mesure où
Le système de Grégoire-Courtine, qui est dans l'historique d'un large système de stimulation, stimule la partie postérieure, les racines postérieures et la partie postérieure de la moelle épinière. Donc, en fait, ça appuie sur un système de réflexe et sur un système de générateur spinal de marche chez l'homme qu'il n'y a pas pour le membre supérieur et donc qui modifie un peu le challenge dans le cadre de la récupération éventuelle et de l'adaptation. Donc, si j'ai bien compris, vous voulez, au niveau du membre supérieur, coupler ça avec de la CEF, c'est ça? Oui, alors effectivement, l'idée c'est de le coupler non pas qu'avec de la SFES, mais également coupler avec différents effecteurs de rééducation, un peu comme quand des patients qui ont eu un AVC vont réaliser des entraînements après leur AVC. Ça peut être la thérapie vidéo, par exemple, ça peut être des systèmes robotiques. Et donc l'idée c'est de proposer aux patients de combiner et de contrôler ces outils en fait, de rééducation qu'ils ont dans leur centre de rééducation habituellement, mais de pouvoir les piloter directement avec leur activité cérébrale. Donc l'objectif, c'est de synchroniser leur imagerie, leur imagination motrice, qu'ils de toute façon doivent faire dans le cadre de leur processus de récupération, mais le faire directement grâce à cette interface aux machines, parce qu'on pense que le fait de synchroniser avec une faible latence, ce que j'ai pas dit, c'est que notre technologie a une très faible latence de contrôle, ce qui permet en fait de donner l'illusion, on va dire, au cerveau que c'est lui-même qui va contrôler le système. Et donc en fait, on est vraiment dans ce processus de rééducation. Et ce n'est pas exactement les mêmes objectifs quand on fait de la suppléance comme dans l'application des Grégoire-Courtine. Avec la question et le problème qui a été soulevé, c'est-à-dire qu'après un AVC, ça modifie encore les capacités d'imagination du mouvement en fonction des structures qui sont lésées localement. Après, j'ai bien aimé aussi le transfert sur le côté industriel, mais avec quand même, c'est parce que des systèmes d'interface cerveau-machine, il y en a d'autres qui étaient arrivés jusqu'à une certaine forme de maturité, et donc en particulier dans la suppléance des low-kidney syndrome, ça fait un marché qui est tout petit. Oui. Donc, si on fait la rééducation des AVC, ça augmente forcément beaucoup le système. Il y a aussi quand même aussi tout le domaine des amputés et des membres supérieurs, des amputés du membre supérieur. Donc si on n'est pas capable de proposer quelque chose qui soit un peu au-dessus des myoélectriques tels qu'elles existent maintenant, on a quand même de la place pour élargir le marché. Est-ce que vous avez songé à ce domaine-là ? Alors, bien entendu, comme je l'ai dit, notre objectif, c'est d'élargir les applications. Effectivement, il y a des domaines qui sont très restreints. Puis après, par exemple, la rééducation des patients AVC, là, il y a déjà un plus grand nombre de patients possibles. Tout ce qui est utilisation des interfaces en machine pour les patients amputés, aujourd'hui, les systèmes basés sur tout ce qui est contrôle basé sur l'EMG, ce que vous avez dit, sont assez performants. Peut-être que les progrès dans le domaine des interfaces en machine permettront peut-être à un moment donné de surpasser le contrôle de EMG, mais ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et quand on regarde également tous les laboratoires, que ce soit américains ou autres, qui travaillent dans le domaine des interfaces en machine, ils ne sont pas forcément allés vers la proposition de solutions pour les patients amputés, par exemple. Donc aujourd'hui, on est quand même les grands marchés, on va dire, les grandes applications cliniques possibles sont celles que j'ai présentées. Vous avez résolu, c'est le temps d'apprentissage. Ce que je voulais dire, c'est sur le plan du verrou technologique de l'éco-OG par rapport à l'implanté, c'est que l'implanté nécessitait très peu de temps d'apprentissage, là où tout ce qui était EG nécessitait un temps d'apprentissage et aussi un investissement cognitif qui était élevé. Et visiblement, sur votre solution, c'est ce que vous avez nettement amélioré. Alors effectivement, si on parle des systèmes EEG, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est allé vers l'implanté, c'est qu'il y a un certain nombre de contraintes. Tout à l'heure je parlais de la latence, sur de l'EEG on a des latences beaucoup plus importantes, de 1 à 2 secondes, nous on est inférieur à 500 millisecondes, donc ça c'est un point très important. Il y a la stabilité, ce que j'ai présenté, la stabilité des signaux, c'est-à-dire que pour l'EEG, à chaque fois qu'on veut utiliser, et même au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, il faut recommencer, refaire un modèle de décodage qui nécessite beaucoup de temps. Là, ici, on a observé qu'avec certains patients, on crée un modèle de décodage en 1/4 d'heure et après, pendant plusieurs mois, on peut garder le même modèle. Donc, ça permet d'envisager une utilisation à domicile de ces systèmes BCI grâce à ces systèmes implantés. Voilà, donc c'est effectivement l'un des avantages d'utiliser. Et la solution qu'on a choisie est un compromis. Donc, effectivement, c'est implanté, mais on ne pénètre pas dans le cortex en profondeur.
comme d'autres solutions qu'on peut voir en ce moment aux États-Unis comme Neuralink. Oui. Avez-vous des projets de développement chez l'enfant quand on voit justement le fait qu'on est sur un système d'apprentissage et de progression, c'est bien que l'enfant a plus d'espoir d'amélioration. Est-ce que ça a déjà été fait? Est-ce que c'est un projet que vous avez? Aujourd'hui, on n'adresse pas forcément... Non, dans les essais cliniques, de toute façon, on n'est pas chez l'enfant, hein, on est sur des patients qui sont majeurs. Dans le domaine des BCI, à ma connaissance, il n'y a pas d'études avec des enfants aujourd'hui, même si la communauté y réfléchit, parce qu'il y a des conférences qui commencent à se monter dans le domaine. Il y en a une d'ailleurs cette année qui a été faite en particulier aux Pays-Bas. Mais voilà, aujourd'hui, c'est tout de même un domaine de recherche qui effectivement a déjà démarré il y a quelques temps, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Effectivement, ça peut être des éléments à adresser plus tard. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Benjamin Nunes, je suis ergothérapeute à la Fondation Rothschild et en tant qu'ergo, je pense à la pratico-pratique. Est-ce que vous avez une idée déjà du coût de développement de ce genre de dispositif? Est-ce que vous avez une projection sur un plus grand déploiement, donc à plus grande échelle, et donc du coup du coût que ça va représenter pour quelqu'un qui voudra s'en procurer? Alors, là ici, on parle de projet de recherche. Projet de recherche, effectivement, les coûts d'un projet de recherche ne correspondent pas, même d'un objet, ne correspondent pas du tout à ce qu'il y aura à la fin, lorsque ce sera un produit qui sera diffusé à un plus grand nombre. Donc là, voilà, les chiffres ne correspondent pas. Par contre, bien entendu, l'objectif, c'est qu'ici, on est sur des technologies basées sur des dispositifs implantés, assez classiques en termes de technologie. Donc, ça veut dire qu'on aura des coûts qui sont à peu près équivalents à ce qu'on retrouve, par exemple, sur des implants, comme on a un pacemaker, un neurostimulateur ou autre. C'est à peu près ça qui correspond à ces coûts-là. Donc, par exemple, un pacemaker, c'est moins de 10 000 €. Un neurostimulateur, ça va être un peu plus. Mais voilà, c'est ces ordres de grandeur-là. Et après, bien sûr, il faut y associer les effecteurs, donc les systèmes donc si c'est un stimulateur, ok, si c'est par exemple un exosquelette, si c'est un stimulateur externe, il y a un coût supplémentaire, mais l'objectif c'est que si on adresse, et on rebondit sur la question qu'il y avait avant, si on adresse un marché plus large, ça permettra forcément de réduire les coûts et surtout de permettre à ce que cette technologie soit de plus en plus accessible à un plus grand nombre. Un grand merci pour votre présentation.